on va commencer notre interview maintenant. Alors, en te demandant de te présenter à nos amis les geeks. D'accord. Donc, nous avons avec nous Claire Zaki. Donc, Claire, tu es une compositrice, n'est-ce pas? Je te laisse te présenter à nos amis des Geek Ferries 2018. Oui, alors donc je m'appelle Claire et donc mon pseudo c'est bien Claire Zaki et je suis compositrice, donc je compose essentiellement sur des synthétiseurs et je fais aussi un petit peu de batterie, je chante un petit peu aussi. Donc mais vraiment mon cœur dans la musique c'est mon instrument préféré c'est le synthétiseur. C'est D'accord. mon instrument de base. Alors, je rappelle que nous avons sous le flux une petite boîte à questions, ainsi que sur Discord, vous pouvez nous poser des questions si vous le souhaitez, que je poserai dans la seconde partie d'émission à Claire, qui est avec nous, je le rappelle, pour une petite heure, donc jusqu'à 23h. Alors, le sujet de notre conversation ce soir, c'est vraiment de parler des synthétiseurs. Et donc, première question, je voulais savoir Oui. qu'est-ce que le synthétiseur apporte à ta musique et pourquoi ta musique est-elle centrée sur le synthétiseur et pas sur des sonorités. Est-ce que c'est pour des questions de sonorité ou est-ce que c'est pour des questions de maîtrise de l'instrument? Ce sont les deux en fait, parce que le synthétiseur, je l'utilise depuis mon enfance en fait. Et donc, je connais bien les machines, c'est l'instrument que je maîtrise le plus et c'est celui sur lequel je suis le plus inspirée. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi cet instrument au niveau du son, de pouvoir être capable d'utiliser plein de sons à la fois. En fait, l'intérêt de cet instrument, quand j'étais gamine, quand on me l'a présenté, c'était de pouvoir faire forme orchestre, de pouvoir tout gérer de A à Z toute seule. Depuis ton instrument, donc. Voilà, depuis mon instrument et avoir le contrôle de tout. À savoir que ça correspondait à mon caractère, puisqu'à l'époque j'étais très timide et je ne voulais pas interagir avec d'autres musiciens, j'avoue. Ce qui est différent maintenant, hein, cela dit. Et là, ça me permet de pouvoir faire tout ce que je veux, tout ce que j'aime, avoir le contrôle. Et en même temps, maintenant que j'ai un peu plus de facilité avec l'instrument, d'échanger avec d'autres musiciens. D'accord. Alors, parlons justement de ces échanges. Est-ce que c'est des échanges qui sont des échanges uniquement de conseils, c'est-à-dire de la communauté, du réseau, ou est-ce que ce sont des échanges artistiquement productifs? Eh bien, de tout, justement. Et c'est ça qui est formidable à l'ère d'Internet, c'est que je peux communiquer avec plein de musiciens sur ma passion et sur des conseils éventuels que je pourrais donner et aussi recevoir, ce que je trouve vraiment formidable, ce qui n'aurait pas été le cas il y a 20 ans. Et surtout, d'un point de vue artistique, pouvoir communiquer et mettre en commun nos compétences musicales, que ce soit avec les synthétiseurs ou d'autres instruments. D'accord. Alors, c'est un très bon argument, je trouve. Est-ce que, donc pour commencer ta carrière musicale, est-ce que tu peux nous donner un historique un petit peu des étapes qui t'ont amené d'abord à jouer du synthétiseur, comme tu nous le disais tout à l'heure, depuis l'enfance, mais également à ensuite te mettre à composer, éventuellement à enregistrer tes créations, et enfin faire peut-être de la scène. J'ai entendu dire... non, je ne peux pas dire ça comme ça. Nous avons partagé la scène il y a 2 ans au Festival du synthétiseur à Nantes, et c'est, je crois, une expérience qui t'a beaucoup plu. Alors, les questions de François, on est parti comme ça au moins. D'ailleurs, je remercie les gens qui nous suivent de poser des questions, c'est une très bonne idée. Alors, François dit... d'abord, il te félicite pour le morceau sur la Super Nintendo, sur la Nintendo DS. Ah, ensuite, est-ce que c'est François? C'est quel François? François de, On en connaît plein. François de Nani. Nanisand. Voilà. Et question bête, VST ou hardware? On va expliquer, d'abord, on va expliquer à nos auditeurs ce qu'est le VST et plus largement ce qu'est l'instrument virtuel. Parce que VST, ce n'est qu'une des technologies parmi plusieurs qui permettent de gérer les instruments virtuels. Et c'est une technologie fabriquée par Steinberg qui a créé Cubase, qui est l'un des séquenceurs les plus présents sur le marché, sans vouloir faire de la pub pour Cubase, puisque je ne l'utilise pas, mais c'est un séquenceur que j'ai utilisé par le passé. Et donc cette technologie VST, Virtual Studio Technology, c'est une
technologie parmi plusieurs qui gèrent les instruments virtuels. Alors la question, je la reformule, instrument virtuel ou instrument réel, dans le sens dédié? Alors, ma préférence va aux instruments réels. Pourquoi? Il faut argumenter. Alors, oui, parce que c'est les instruments que j'utilise le plus depuis toujours et pour lesquels j'ai vraiment l'impression de faire de la musique et pas de l'informatique. Et aussi, comme j'ai un métier qui fait que j'utilise tout le temps l'ordinateur toute la journée, j'ai vraiment pas envie de composer devant un ordinateur. Même si je le fais quand même dans certains projets. Donc, je le préfère enregistrer, composer sur des machines directement, avec des synthétiseurs avec séquenceurs dédiés ou externes, plutôt que d'utiliser des séquenceurs sur ordinateur, même si j'aime bien utiliser des séquenceurs comme Ableton. Est-ce que ce sont pour des raisons de méthode technique, quoi, c'est-à-dire pour des raisons du fait que tu te sens plus à l'aise sur ces outils, ou est-ce que c'est pour des questions plus de fiabilité, ou les deux? Est-ce que c'est pour un confort, ou est-ce que c'est pour des raisons de fiabilité? C'est-à-dire, est-ce que c'est des outils qui pour toi sont plus, comment dire, solides dans le temps, par exemple? Eh bien, en fait, il y a aussi la fiabilité parce que j'ai eu des soucis avec les ordinateurs par le passé. Mais c'est surtout par goût. J'aime pas trop rester longtemps devant un ordinateur quand je compose. Je préfère vraiment composer directement sur la machine où j'ai l'impression d'avoir mon temps à moi avec la machine et pas avec l'ordinateur, surtout quand il se met à planter. Bon, heureusement, ça arrive beaucoup moins là, les plantages avec ordinateur, mais je préfère largement utiliser des machines réelles, Dédiées. ou dédiées, et passer mon temps sur une machine à la fois pour bien la maîtriser. Surtout, ça, avoir la sensation de maîtriser l'instrument. Et voilà, c'est surtout cet aspect-là, quoi. J'ai envie des fois je me dis j'aimerais bien être experte dans tel instrument et pour ça il n'y a pas le choix, hein, il faut pratiquer l'instrument et rester concentré sur l'instrument et voilà, quoi. C'est des propos qui sont assez universels, cela s'entend. Pas de questions pour le moment sur le Billboard. On va avoir une petite question. On parlait tout à l'heure de tes expériences scéniques, celles qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce que cela t'a ouvert comme porte de faire enfin de la scène? Oui, en parlant de nos expériences scéniques... Porte mentale, hein, dans ton épanouissement personnel, mais également porte dans tes réseaux. Eh bien, ça m'a apporté vraiment beaucoup, hein, déjà sur la confiance en moi. Parce que avant, je disais... oh non, je vais pas y arriver, je vais me retrouver devant plein de gens, ça va être l'angoisse. Et puis au final, non, pas du tout, ça s'est très très bien passé. On a eu d'excellents retours de musiciens de tous les univers, y compris les professionnels aguerris. Et ça m'a fait énormément plaisir d'avoir leur retour. Des retours très positifs, donc ça me donne envie d'aller de l'avant et de continuer à composer et surtout de faire de la scène. Ouais, c'est quelque chose de très stimulant, la scène, je te l'accorde. Ah oui, complètement. Vraiment, ça change tout, ça m'a changé la vision que j'avais de la musique dans ma petite chambre, ça ouvre des portes. Alors nous avons des questions également... nous n'avons pas encore de questions. J'incite vraiment les gens nos auditeurs à poser des questions sur la chatbox qui est prévue parce que c'est bien que cette émission soit interactive. Alors j'en ai une, tiens, Hugo de Montfort, qui, oui. Il me semble d'ailleurs, de mémoire, vit pas loin de là où se tiennent les Geek Ferries réel, c'est-à-dire à Celles-sur-Cher. Je crois qu'il n'est pas très loin de Celles-sur-Cher. Il me confirmera ou pas si c'est bien ce qui me semblait. En tout cas, je l'invite à venir au Geek Ferries, ne serait-ce que pour les concerts de grande qualité qui s'y tiennent. Et vu que ce n'est pas très loin de chez lui, c'est vraiment
un super festival dans lequel il y a, même si on n'est pas fan de tous les univers geeks, chacun peut trouver son compte dans ce festival. IRL, on est également ici en web, donc c'est l'un des deux événements des Geek Ferries, mais je crois que nos auditeurs les connaissent. Hugo, et puis ensuite Nani, François de Nani, qui pose une autre question. Claire, la question d'Hugo, c'est Claire, quel est ton top 5 des synthés qui, selon toi, alors je ne sais pas s'il le pose de manière générale ou s'il le pose pour ta musique, mais moi je te la pose telle qu'elle est écrite. Quel est ton top 5 des synthétiseurs? Alors déjà, bonsoir Hugo. Alors mon top 5 des synthétiseurs, je vais parler que de ceux que je connais et que j'ai vraiment bien pratiqué. Alors déjà, je m'étais jamais vraiment trop posé la question. Mais parmi ceux que dernièrement que j'utilise le plus et qui me plaisent énormément, je dirais le Roland FA6 qui est en fait le cœur de mon studio depuis 2014 parce que je peux tout faire avec lui et puis le transporter en voyage, composer en voyage, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Il est vraiment très complet pour ça, je peux sampler, j'ai déjà enregistré des chansons en entier rien qu'avec le FA, c'est vraiment un studio portable. Ensuite, le deuxième que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur, c'est l'Arturia Matrix Brut, qui est vraiment un synthé analogique à part, de par sa matrice en particulier. Et aussi que c'est pas un vrai monophonique, on peut aussi utiliser plusieurs notes à la fois. J'ai un peu de mal avec les monophoniques en général, donc il fallait que je trouve un synthé analogique adapté à mes besoins, et le Matrix est parfait pour ça. Le troisième synthé que j'adore, c'est la Wave Station. Est-ce que tu pars du synthé le meilleur et tu descends jusqu'au pire ou l'inverse? Pour que les gens comprennent. En fait, j'ai pas vraiment fait d'ordre parce que je les place plus ou moins au même niveau et selon l'humeur, ça peut changer. Donc c'est un top 5 horizontal. Voilà, en fait, ça peut changer, ça peut être variable, on va dire. Voilà. D'accord. Donc je disais, le troisième, c'est la Wave Station SR. Enfin, quand je dis SR, je dis Wave Station en général. Parce que c'est un synthé que tu m'avais fait redécouvrir, Masami. Quand j'ai réécouté les sons des Wave Sequences, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. J'ai grandi dans les années 90 pour mes souvenirs dont je me rappelle le plus. Ce sont les sons de Wave Station dans les émissions télévisées, même la météo, les génériques de télé. Ça me rappelait énormément de souvenirs et c'était des sons que j'aimais beaucoup déjà à l'époque. À tel point que tu me l'avais prêté et que je l'ai acheté quelques années après. Quelques mois après. Ouais. Du coup, je l'ai acheté. Et pourtant, c'est pas le genre de machine que j'aurais acheté comme ça parce que j'ai pris la SR. J'aime pas du tout le format de l'appareil. C'est un rack et on peut pas vraiment faire grand chose directement dessus. Pour te donner une idée, la SR, je la programme avec. Je l'ai longtemps avant d'avoir. Des éditeurs, là, je la programmais depuis la EX en fait. Là, mais voilà. Mais oui, c'est pas un synthé convivial au niveau de la programmation parce que l'écran est minuscule et on n'a pas accès à tous les paramètres. Pour ceux qui connaissent pas ce genre de machine, pour vous donner une idée, ça ressemble un petit peu à un vieux lecteur DVD, de loin. Voilà, c'est pas très. Ça ressemble à un tout petit truc, à une machine aussi petite que celle-là, que celle dans Ocola bleu. Voilà. Donc on en était à la Wave Station ensuite. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je mettrais en quatrième position? J'aime beaucoup le V-Synth, parce que je trouve que c'est aussi un synthétiseur à part. Comment? C'est Roland qui le fabrique. Voilà, un Roland V-Synth. Alors, c'est vraiment un synthétiseur qui permet de faire des sons très originaux grâce à la synthèse élastique. Et, alors, on parle bien du V-Synth XT. Je pense en particulier à celui-là, parce que c'est celui que j'ai. Donc, pendant un moment, j'ai hésité à le prendre. Je me suis dit, mais non, c'est ça qu'il me faut pour pouvoir modeler le son de la voix et rajouter des sons de synthèse derrière. Et aussi, je l'ai pris parce qu'il y a un D50 intégré. Voilà. Et comme j'en voulais un depuis très longtemps, je précise que l'inconvénient de ce synthé est que les divers modes de synthèse ne sont pas utilisables en même temps puisque en fait, le logiciel qui est en RAM, le logiciel système est différent en fonction du mode qu'on choisit. Donc, il y a une espèce de boot au départ du synthé et on peut choisir le mode
Mais quand on choisit le mode D50, par exemple, on ne peut pas utiliser le mode, par exemple, V-Synth. On ne peut pas utiliser le mode Vocal Designer. Voilà, c'est des modes qui sont à part et qui d'ailleurs dans le XT sont dans une ROM interne, mais qui étaient disponibles sur des cartes, si je ne me trompe pas, sur des cartes PC-NCIA à insérer dans le synthé quand il ne s'agissait pas de la version XT. Alors, après le V-Synth, le dernier de la liste. Et le dernier, le Yamaha SY99. Alors, c'est simple, le Yamaha SY99, c'est un synthétiseur FM. On en parlait justement cet après-midi de la FM avec le tracker de... je dirais même. AFM, ouais. On parlait de modulation de fréquence cet après-midi avec le tracker de Stéphane Damon. Alors, un tracker que nous verrons plus en détail demain. Oui. À ceci près qu'on a récupéré, je précise, désolé de te couper, mais ça me fait penser, on aura demain à midi une démonstration de ce tracker avec l'image du tracker à l'écran, parce qu'on a récupéré un boîtier de capture qui me permet d'avoir l'image de cet ordinateur-là à l'écran. Super. À la diffusion. Comme ça, on verra mieux ce qu'on sait. Voilà. Donc, ce synthétiseur Advanced FM, donc, qui est plus puissant qu'un DX7, qui était le premier du nom. Enfin, le premier largement distribué, puisqu'il y a eu le GS1. Tout à fait. Même si j'ai eu les deux DX7, le 1 et le 2FD, que j'ai toujours d'ailleurs, je préfère quand même le SY99 parce qu'il y a plus de possibilités que sur un DX7 seul. Tu peux utiliser des samples, des effets. Il a un excellent effet, là, le Oral Exciter. C'est celui du SPX 900. Ouais. Et vraiment, celui-là, je n'ai pas trouvé des comme celui-ci dans les autres processeurs d'effets que j'ai utilisés. Alors, donc, une question supplémentaire. Je vois que je ne te presse pas, on a encore une demi-heure, mais une bonne demi-heure même, je dirais 35-40 minutes. Oui. Nous avons une question de Nani Sound. Nous avons deux questions de Nani. Nous avons une question, donc je te les poser les deux à la fois, comme ça tu pourras les entremêler si tu veux. La première, c'est la scène avec du hardware. Est-ce que c'est compliqué à gérer? À gérer. Il y a une deuxième question aussi? Oui, mais c'est pourquoi tu joues avec moi. Et il veut connaître un peu l'historique. Alors tu réponds dans l'ordre que tu veux. D'accord. Donc déjà, la première question. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était difficile à gérer parce qu'il y a beaucoup de préparation en amont. C'est surtout ça qui fait que c'est pas compliqué une fois qu'on est sur scène. Il faut vraiment bien se préparer. Moi, je prépare mes favoris. On s'entend bien. On fait beaucoup de réunions entre nous, de répétitions entre nous pour que tout se passe au mieux le jour J. Donc ça, c'est comme ça qu'on arrive à bien gérer tout cela. Voilà. D'accord. Et la deuxième question, c'est pourquoi on joue ensemble. Mais en fait, tu as un peu répondu à l'intérieur, mais pourquoi on joue ensemble? Qu'est-ce qui nous a amené à ce concert d'il y a 2 ans? Alors, ça remonte il y a un bon moment déjà depuis qu'on s'est rencontrés en 2008. Donc, on a vu que le feeling était passé au fil des années pour faire des improvisations ensemble. On en faisait souvent, on en avait enregistré quelques-unes. Donc, on sentait qu'il fallait faire quelque chose ensemble en concert. Et c'est là qu'on a commencé à monter nos premiers concerts ensemble. Je pense en particulier au premier concert en 2011, comment ça s'appelait déjà, au Ceibou Blast. Oui, c'était à Montpellier. Enfin, voilà, à Saint-Jean-de-Védas. C'était à la Secret Place de Saint-Jean-de-Védas, exactement. Voilà. Et donc, on avait ici, à ce moment-là, notre première expérience scénique ensemble. Et puis, on a voulu continuer. On en a fait d'autres entre-temps avec d'autres groupes. Et puis la scène de 2016 au Sandfest qui a été vraiment un excellent moment. Voilà ce qui nous a mené. Et j'espère qu'il y aura d'autres expériences par le futur, notre collaboration n'étant pas terminée. Alors, il n'y a plus de questions sur le j'espère que ça a satisfait François Nani. De cette réponse. Je vais regarder s'il y a d'autres questions sur la boîte, puisque là je peux voir sur cet écran les questions. Il n'y en a pas. Posez. C'est important qu'on connaisse un petit peu ce que vous souhaitez savoir de Madame Claire Zaki, qui est là. Madame Claire Zaki. Que je vous... oui, tu n'es pas monsieur. Non. C'est marrant comment tu le dis, c'est pour ça.
et qui s'épanche rarement dans la presse et dans les médias. Donc c'est une occasion exceptionnelle d'avoir cette compositrice, cette artiste éclectique et électronique en interview. Alors profitez-en, c'est une occasion. Et comme ça, vos questions permettent aussi à tout le monde de connaître Claire. En attendant que des questions se rajoutent dans le tableau, je vais en poser une autre. Je souhaitais savoir pourquoi tu avais décidé de ne pas vivre de la musique, bien que ce soit ta passion principale. Est-ce que tu y as songé puis renoncé, ou est-ce que ça a été hors de question dès le départ que ça devienne ton activité professionnelle? J'ai déjà pensé c'est très drôle parce que je viens de poser cette question et quelqu'un a posé cette question également. Alors c'est quelqu'un qui s'appelle JB, je ne sais pas qui c'est exactement, mais voilà. La personne demande est-ce que tu vis de la musique? Donc ça rejoint ce que je viens de dire là. Donc est-ce que tu vis de la musique et pourquoi vis-tu ou non de la musique? Comment ça fonctionne? Alors, pas du tout. Je vis pas du tout de la musique. Je la vis comme un passe-temps, vraiment comme une passion. Et je tiens à ce que ça le reste. J'ai jamais vraiment songé, mais j'ai déjà réfléchi au pour et au contre de faire de la musique, d'en vivre. Mais j'ai vu que, d'après mon analyse, ça correspondrait peut-être pas à ma façon, à mon idéal de vie. Je veux garder la musique comme une passion et non pas comme une profession qui peut devenir une contrainte dans certains cas. Je tiens à ce que ça reste ce que moi je veux faire et pas faire quelque chose qui dépendrait de commandes. Je vois la musique qui est professionnelle comme en termes de commandes, qui devient quelque chose un produit. Et je tiens pas à ce que ça devienne un produit, je tiens à ce que ça reste quelque chose à part, une passion, quelque chose qui me donne toujours de l'enthousiasme. Mais autrement, voilà, il y a des aspects de la musique qui pourraient me plaire d'un point de vue, on va dire, j'aime pas trop dire ça, pécunier, enfin... C'est par exemple le milieu de la musique à l'image pourrait m'intéresser. Ça, c'est une porte que je laisse ouverte pour l'avenir, on ne sait jamais. Entrouverte en tout cas. Mais entrouverte, non mais verrouillée. Ça ne restera pas. Voilà, je ne le vois pas encore comme ma profession principale. J'ai un autre métier qui n'a strictement rien à voir avec la musique et que j'aime beaucoup. Et je tiens aussi à garder mes autres expériences et mes autres passions. Vivante, quoi, on va dire. Je comprends. Et j'espère que cet auditeur est satisfait de la réponse. Nous avons deux autres questions. Alors, je vais les poser dans deux ordres différents. Guy Spring pose une question. Il veut savoir si tu emploies... Tu nous as parlé de ce fameux synthétiseur Arturia, le Matrix Brut, tout à l'heure. Guy souhaitait savoir si ce synthétiseur, tu utilisais les effets internes. Oui, je les utilise, mais j'ai été très déçue au début quand je les ai écoutés. Je trouvais que ça sonnait bizarre, métallique. Je trouvais que la reverb n'était pas terrible, mais je les utilise quand même parce que quand on les pousse à un certain niveau, ça fait des effets sympathiques. Mais ça dépend sur quels son aussi. Faut pas non plus trop en abuser. Mais j'ai souvent tendance à utiliser les effets internes des machines quand je les trouve pas trop pourris dans certains contextes. D'accord. Et François Denani pose une autre question. Pourquoi as-tu un univers japonisant ? Alors ça, c'est une passion, c'est une autre de mes passions. En fait, il y en a plusieurs. À la base, il y a le dessin qui m'a amené à la passion du Japon. Je vais expliquer un peu le pourquoi du comment. Déjà, le Japon, la passion du Japon m'est venue pendant mes études, quand j'étais en fac de géographie d'aménagement du territoire. J'avais fait une étude liée au Japon et depuis, ça m'avait vraiment, vraiment passionnée, fascinée. Et à cette époque-là, je commençais à lire des mangas. Et donc, je me suis mise au manga parce que je trouvais que le dessin des mangas japonais était vraiment magnifique. Et ça m'a motivée davantage en regardant des mangas, en les lisant, en regardant des films d'animation japonaises, à creuser cette culture.
et musicalement parlant aussi. Donc ça s'est fait progressivement. Ça a commencé vers 2003 ou 2004 quand je suis vraiment tombée là-dedans. Et depuis, ça me poursuit. Hein. C'est une culture qui me fascine, qui me passionne. Et dans quelques mois, je retournerai faire un road trip au Japon avec mes amis. C'est pour dire que c'est pas un simple passe-temps comme ça. C'est pas une lubie, en tout cas. C'est pas une lubie, c'est une passion avec voyant tous les très bons et les très mauvais côtés de cette culture. Très bien. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. C'est dommage. Ça serait bien que des auditeurs nous en posent. Alors, je vais vérifier quand même s'il n'y en a pas d'autres qui se sont rajoutés dans le tableau entre-temps. J'apprécie l'interactivité de cette émission parce que les questions, il y en a une qui est arrivée que je vais poser. L'interactivité de cette émission est vraiment, vraiment bien. Je suis très content et Claire, je pense aussi, s'associe à ça. Elle est très contente de savoir que vous êtes nombreux à participer. Merci beaucoup. Il nous reste une demi-heure grosso modo pour poser des questions, donc n'hésitez pas. Vers 50, nous limiterons les questions, mais allez-y pour le moment. Il y a une question de François Denani. Ça serait bien d'ailleurs, sans vouloir blesser François Denani, qui est quelqu'un que je connais également, un très bon musicien. Mais ça serait bien que d'autres personnes posent des questions. Je ne dis pas que François pose trop de questions, mais ça serait bien que d'autres personnes posent beaucoup de questions parce que comme ça, on a des idées d'un peu tout le monde. Question piège. Est-ce que nous savons que le... Soit une question piège. C'est une question piège. C'est une question qui, en tout cas, va au niveau de ton ego et de ta timidité. Non, je ne sais pas. Question, le Sainte-Fest 2018 approche à grands pas. Et des concerts y sont organisés. Est-ce que si tu en avais la possibilité, est-ce que tu aimerais rejouer à ce Sainte-Fest 2018? Et si oui, est-ce que tu aimerais jouer avec moi en solo? Avec quel type de morceau? Je complète la question de François. Oui. Voilà. Est-ce que ça t'intéresserait de monter un concert plus conséquent avec moi ou pas au Sainte-Fest 2018 de cette année, donc dans 2 mois et demi, qui se tiendra à Nantes au moment du week-end de Pâques, c'est-à-dire du 30 mars au 1er avril. Ah, il est où le piège? Non, bah, moi, franchement, que ce soit au Sainte-Fest ou un autre événement, si j'avais l'occasion de rejouer avec toi, et même avec François, puisque nous avons joué ensemble, franchement, je dirais oui direct. Hein. Ah oui, oui. Si j'en avais l'occasion, ça serait vraiment une expérience à revivre. Et à mieux. J'espère que les organisateurs du Sainte-Fest ont entendu ton appel. Je serais en tout cas très ravi, moi aussi, de t'accompagner sur scène, si jamais le cas se posait. N'hésitez pas à nous poser des questions, hein, comme je peux paraître un peu pénible en disant ça souvent, mais ça alimente une émission qui est très sympathique. Alors, la question, alors quelqu'un dit... Le piège, c'est le 1er avril, oui. Je pense que le piège, c'est le 1er avril. Pas de poisson, bien sûr, le dernier jour du Sainte-Fest, mais on verra bien. Alors, je vais poser une question, puisque personne n'en pose. Vas-y. Est-ce que ça t'a déjà intéressé de faire de la musique qui n'était pas du tout électronique, c'est-à-dire ne pas du tout utiliser de synthétiseur ou d'instrument électronique sur un morceau? Oui, alors j'aime beaucoup le métal. Donc, moi, ça me plairait bien de faire de la musique à la batterie, mais dans un contexte de groupe métal, ça serait vraiment sympa. Ou même de la musique plutôt du style, comment dire, je pense à la musique japonisante, par exemple, en utilisant des taiko, des shamisen, des instruments comme ça, dont j'adore le son. D'accord, donc des instruments traditionnels plutôt. Oui, des instruments traditionnels, surtout percussifs. J'adore les instruments percussifs. C'est vraiment ce que je préfère après les synthétiseurs. Voilà, alors Alors, Guy Spring pose une autre question. Vous jouez... Alors, il veut savoir sur le concert... Alors, je ne sais pas s'il veut le savoir en règle générale ou s'il veut savoir sur un événement en particulier, donc je pose la question quand même. Est-ce qu'on joue
donc je vais y répondre aussi dans un second temps, mais est-ce qu'on joue tout live ou est-ce qu'on s'accompagne de séquences? Et qu'est-ce qui est joué par les séquences et qu'est-ce qui est joué live? Qu'est-ce que tu préfères jouer comme partie et qu'est-ce que tu préfères laisser au séquenceur quand tu utilises un séquenceur? Et est-ce qu'il y a des morceaux que tu utilises, que tu joues sans séquenceur? Bonsoir Guy. Donc effectivement, c'est une très bonne question. Donc quand on joue live, on utilise, ça dépend des morceaux, mais je sais que pour notre concert, on avait utilisé des parties séquencées parce que tout le monde ne pouvait pas tout faire dans les orchestrations. Donc pour ça, on n'a pas trop le choix. On utilise des séquences. Par exemple, le cas concret que je peux te citer, c'est le morceau Copycat qu'on avait fait à la fin du concert, où j'avais lancé au tout début la séquence avec que la basse et la batterie. Sinon, tout le reste était joué par nous tous. Voilà. À tour de rôle, tous en même temps. En ce qui me concerne, je joue les nappes. Il faut se rappeler que ce concert-là était un concert assez exceptionnel puisque on est monté à 5 sur scène et tous jouions des instruments électroniques mais chacun dans sa spécificité. Il y avait Christophe Duquesne qui est un des spécialistes d'un instrument qui s'appelle le Continuum Fingerboard dont nous avions parlé avec François Denani l'an dernier ici même au Geek Ferries on the Web. C'est un instrument que je vous encourage à regarder sur internet. Ça s'appelle le Haken Continuum Fingerboard. C'est une espèce de boîtier assez grand comme de la taille d'un clavier. Sauf que ce n'est pas un clavier, mais c'est une surface de contrôle en tissu, comme un coussin, un peu. Comme un matelas en mousse, si vous voulez. Et dessous, il y a des capteurs basés sur des cordes de piano et des capteurs à effet de chant. Et en fait, ça c'est exactement la force et la position de votre doigt quand vous le posez sur l'instrument. Et ça permet au système de déduire et de créer des sons, puisque le moteur sonore est dans cette machine. Ce n'est pas un contrôleur. Et le moteur sonore est à l'intérieur. Et donc, de ce fait, vous avez vraiment un instrument novateur. Il y avait Christophe, il y avait François Denani, donc, qui jouait du guitare, donc sur un synthé qui ressemble à une guitare. Enfin, qui se tient comme une guitare, mais c'est un clavier de contrôle. Mourad Ait Alden Malek qui jouait des percussions électroniques, moi-même qui jouais tout ce qui était nappe et clair, qui jouait la plupart des leads sur le morceau Copycat. Oui. Voilà, une autre question de la part d'Olivier. Il n'y a pas de nom de famille, donc Olivier. Ah, il manquait une partie de la réponse à la question précédente. Pardon. Il m'avait demandé quelle était la partie que je préférais jouer, il me semble. Non, il ne posait pas cette question, mais je te laisse répondre à cette question que tu t'es posée toi-même parce qu'elle est intéressante. Ah, j'ai cru comprendre ça, d'accord. Moi, ce que je préfère jouer, j'aime beaucoup jouer des nappes et puis des leads aussi. Ouais, c'est ce que je préfère jouer. Enfin, jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. Et j'aime bien des fois jouer les parties de basse. Hein. Comme quand on fait des improvisations. Alors ça, c'est vraiment quand on fait que des improvisations. Je fais l'accompagnement rythmique à la basse, souvent. Alors, voilà. Olivier demande, bonsoir, comment as-tu commencé la musique? As-tu appris en autodidacte ou avec un prof? Alors, je dirais plus en autodidacte parce que j'avais commencé la musique quand j'avais 6 ou 7 ans avec une prof. En fait, c'est surtout parce que j'aimais bien la prof plutôt que de faire la musique en elle-même. Et j'avais suivi des cours de solfège pendant un an et demi. La toute dernière audition que j'ai faite, je m'en rappelle, c'était jouer J'ai du bon tabac à deux mains. Et puis ça s'est arrêté là parce qu'on avançait très peu. On était en groupe. Et moi, j'aimais pas trop, j'étais pas très à l'aise. J'étais très petite aussi à l'époque. Et ça s'est arrêté là, mon apprentissage. Voilà, à demain. Et c'est la seule chose que je savais faire à la fin à demain de mes cours de piano et de solfège. Après, j'ai voulu apprendre seule. Donc, j'ai eu mon premier synthétiseur à 10 ans, même si je travaillais avec mes cours de piano avec un orgue électronique Yamaha, qu'on a toujours, hein, c'est l'orgue de ma mère. Et... Un Electone non, c'est pas un Electone, malheureusement, j'aurais adoré. C'est un Yamaha, un PS20, je crois, un orgue blanc. D'accord. Enfin, c'est un orgue de 80-82, hein, on m'avait dit. Donc, oui, c'est une synthèse, c'est les premiers synthés FM. Voilà. Et donc, j'ai travaillé mes cours de piano avec ça, et après, j'ai eu mon
mon premier synthétiseur, le PSS 51, et là j'ai vraiment travaillé à partir de là en autodidacte. J'ai continué et à l'âge de 15 ans, j'ai essayé d'apprendre le piano avec la méthode de Michaelian de 15 minutes par jour pour apprendre les claviers. Et en fait, j'avais commencé en écoutant les cassettes et puis finalement, j'ai appris les morceaux à l'oreille plutôt qu'en utilisant le solfège. Les deux se complètent, d'ailleurs. Donc les deux se complètent, mais j'ai commencé à l'envers. Donc j'ai pris les morceaux qui me plaisaient le plus de la cassette. C'était Maple Leaf Rag, à mon souvenir. Et je l'avais appris à partir de ce que j'avais entendu. Et ensuite, je vérifiais les notes dans la partition. À partir des bases que j'avais de quand j'étais élève. Lectrice. Voilà. Et c'est tout ce que je sais. Après, je sais pas lire les partitions. Je sais à peine les déchiffrer, déchiffrer la clé de sol. Je sais pas. Je me rappelle plus comment on lit la clé de fa. C'est un peu galère. J'ai vraiment appris à l'envers. J'ai l'impression. Il est 22h43 sur notre flux musique de la cave. J'incite à nouveau et je remercie nos auditeurs de nous poser des questions. Il reste encore à peu près un petit quart d'heure d'interview, donc à peu près une dizaine de minutes de questions-réponses avant que nous terminions. N'hésitez pas à poser des questions encore, puisque Claire se fait un plaisir de répondre aux questions des auditeurs. Allez-y, posez plein de questions, je suis prête à répondre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, en ce qui concerne la musique de Claire, il y a... il y a un truc très drôle. Mon collègue Cyprien qui s'occupe du flux bibliothèque dans lequel actuellement dans le flux bibliothèque on est à 22h. Comprendre les systèmes et prendre en main son quotidien. Soirée Hack Life. Hugo de Montfort est en train de bombarder ce channel de questions, ce qui explique pourquoi il n'en pose plus ici. Oh, lâcheur. mais il a tout à fait raison de se balader il a tout à fait raison de se balader de flux en flux. C'est fait pour. C'est fait pour. Est-ce que vous avez d'autres? D'ailleurs, je souhaite et je suis très content que tous les flux qui sont au-dessus, parce que nous on est au sol, on est les seuls à être au sous-sol. Les autres sont en haut sous la verrière et dans la bibliothèque. Je suis très content de voir qu'il y a une interactivité entre les flux. Et moi je suis à Toulouse. Et Claire qui nous est en direct de Toulouse, qui est une belle ville rose que je vous conseille de visiter si vous n'avez pas encore connu. C'est magnifique. Venez à Toulouse, venez nous voir. Il y a donc des questions. J'espère qu'il va y avoir d'autres questions. Moi, je voulais en poser une. Du coup, ça m'a coupé un peu l'air sous le pied. Je voulais savoir, si comment dire, est-ce que la musique a amélioré ton quotidien, ta vie quotidienne? Sans employer le grand mot de thérapie, qui est un peu médical comme terme, est-ce que la musique t'aide au quotidien à t'équilibrer psychologiquement, parce qu'on entend parler de plus en plus de tout ce qui est psychoacoustique, etc. Et on va savoir ça. Et dans quelques minutes, d'ailleurs, une information capitale sera révélée en direct, mais je n'en dis pas plus. Pour le moment, répondez à cette question, Madame Zaki. Oui, effectivement, la musique, ça me met en joie, pour reprendre l'expression de Marie Kondo, juste parce que je lisais des bouquins de Marie Kondo, je ne vais pas non plus faire de digression là-dessus. Oui, ça me met en joie vraiment de faire de la musique, tout comme d'en écouter, d'en découvrir de nouvelles. Quand j'en découvre pas, je stagne un peu, mais quand je suis en plein processus créatif, oui, ça me met vraiment, ça m'enthousiasme énormément. Et je compte vraiment continuer à faire de la musique, ne serait-ce que pour cet état d'esprit-là. D'ailleurs, je dois avouer que quand j'ai commencé à faire de la musique, je me suis vraiment mise, c'était à l'époque où j'allais vraiment très très mal, ça n'allait pas du tout au collège, voilà. Il fallait que je trouve un moyen de m'échapper de ce quotidien absolument horrible. Et la musique, on peut dire qu'elle m'a quand même sauvé la vie.
cette époque-là. Un exutoire salvateur, dirons-nous. Il est 22h46, il nous reste un petit quart d'heure. Dans 10 minutes, nous annoncerons donc une information capitale importante donc sur ce flux. Mais tout d'abord, Hugo pose une autre question qui ne passait pas et donc qui repasse maintenant. Il doit y avoir des problèmes de serveur, mais le serveur est un peu lent. Donc, je vais lire la question d'Hugo. La question est: est-ce que nous prévoyons de jouer ensemble au Geek Ferries à Celles-sur-Cher je suppose, sur la prochaine édition qui a lieu le 1er juin, le premier week-end de juin, je crois que ça tombe le 1, 2, 3 ou 2, 3, 4 juin. Il faudrait que je regarde la date, honte à moi. Voilà, est-ce que tu as prévu de jouer avec moi ou toute seule ou séparément au Geek Ferries? Soit cette année, soit dans l'absolu. J'ai vu que les dates tombent du 1er au 3 juin. Et malheureusement, ça ne sera pas possible car je serai au Japon à ce moment-là. D'accord. Et je vais prolonger la question d'Hugo. Est-ce que c'est une expérience qui te tenterait de jouer au Geek Ferries? Ah oui, ça pourrait être une expérience vraiment sympa. Ouais, c'est... Toutes les expériences scéniques, moi, m'intéressent dans ce genre d'événements en particulier. Surtout dans les petits festivals comme ça. C'est bien sympathique. Ça permet aussi de découvrir d'autres univers. Alors, les questions, c'est tout, comme quoi, qu'on soit ici sur un flux virtuel ou qu'on soit dans une vraie radio FM ou peu importe où, les questions se précipitent toujours quand il reste plus de temps. C'est humain. Il y a beaucoup de questions qui arrivent d'un coup. On va essayer de toutes les traiter. On a le droit. Hein. On n'est pas sur France Inter. Et encore sur France Inter, il déborde un peu. On a le droit ici de déborder un tout petit peu sur l'heure d'après. Donc, on va faire en sorte de répondre à toutes vos questions. Mais, s'il vous plaît, après 23 heures, nous fermerons la possibilité de poser des questions. Mais toutes celles qui sont posées avant 23 heures, s'il en reste, nous essayerons de les traiter. Bon, n'en posez pas pour qu'on en ait encore pour une demi-heure, mais on peut déborder à peu près une dizaine de minutes sur l'heure de 23 heures. Une question de... Mais par contre, à 23 heures, nous aurons une annonce importante, je le répète. Guy Spring repose une question. Même si tu es moyennement fan des ordinateurs, est-ce que tu utilises des effets virtuels et des instruments virtuels? Je crois que tu as partiellement répondu à cette question, mais c'est bien de faire un focus parce que ces instruments qui sont de plus en plus utilisés pour des raisons soit budgétaires, soit de sonorité, soit pour des raisons X ou Y, même il y a des gens qui trouvent que c'est pratique ou économique ou pour des raisons X ou Y. Est-ce que toi, tu es une utilisatrice de ces instruments virtuels ou effets virtuels? Alors oui, ça m'est arrivé, un peu moins depuis plusieurs années, mais ça m'est effectivement arrivé. J'utilisais des VSTI, des synthétiseurs virtuels, donc. Il s'agit de OPX Pro, une émulation OBRM que j'aimais beaucoup. Et aussi l'émulation du polycobol. En fait, c'était surtout celle que j'avais choisie. C'était celle de synthétiseur analogique qui m'avait vraiment beaucoup plu. Donc c'est pour des raisons plus du fait que tu ne peux pas posséder ces instruments réels parce qu'ils sont soit hors de prix, soit très rares à trouver, ou les deux. C'est ça. Donc j'ai utilisé ceux-là. Et après, depuis que j'ai changé d'ordinateur, je les ai pas réutilisés par flemme de tout réinstaller. Je savais pas trop où ils étaient, hein, j'avoue. Mais sinon, j'envisage de refaire des morceaux rien qu'avec au moins des 2 plugins. Ça serait vraiment sympa, je pense. Ça serait quelque chose à exploiter. Un autre qui m'intéresserait, mais que je n'ai pas encore, parce que je suis pas non plus totalement fermée au software. Pardon. C'est le Roly. J'ai été vraiment séduite par le Roly quand je l'ai essayé au Sandfest grâce à Korg. D'ailleurs, je dis merci à Philippe Brodu de m'avoir fait une petite démo du Roly. Et ça m'avait vraiment intéressée. Donc, ça sera peut-être un instrument à exploiter à l'avenir de mon côté. Alors, une question. Hugo posait aussi une question à mon adresse, apparemment. Puisque celle qu'il posait, est-ce que je serai en concert au Geek Ferries de celle en 2018 ? En concert, je ne sais pas encore, je pense. Tout dépendra du temps que j'ai pour préparer cela. En tout cas, je m'occuperai à nouveau, comme l'an dernier,
je serai à nouveau responsable de l'espace musique des Geek Ferries. Donc c'est un barnum qui est axé vraiment sur la musique. Donc si vous souhaitez venir au Geek Ferries, vous pouvez venir nous rendre visite et vous pouvez venir nous rendre visite sous le barnum des Geek Ferries. Si vous souhaitez venir en tant qu'animateur, c'est possible aussi. Nous pouvons... voilà, donc il y a toute une possibilité de faire vivre cet espace. Donc n'hésitez pas à venir sous le barnum de l'espace musique des Geek Ferries en juin. Voilà, une question alors de JF Stellaire et aussi une question de Jonathan Batz, voilà, qui est la personne qui se cachait derrière le pseudonyme JB. Alors, la question de JF Stellaire est pour nous deux. Est-ce qu'on a, comme lui, beaucoup de compositions non finies qui traînent dans un coin et est-ce qu'on a des compos avec du texte? Alors, je vais répondre et je te laisse répondre ensuite. Alors, en ce qui me concerne, beaucoup de compositions non finies, il y en a énormément. Mais vu que, contrairement à Claire, moi je travaille beaucoup sur commande, c'est des compositions souvent qui sont non finies, qui sont plutôt des tentatives qui m'ont mené à faire autre chose. Et donc finalement, ce sont plutôt des ébauches de tests que des compos non finis, en fait. C'est-à-dire, c'est pas des compos où je me lance et je me dis je vais faire un truc. Non, c'est un échec qui donne lieu à de nouvelles idées et qui permet le cheminement artistique. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, c'est plus ça. Et j'ai aussi des compos non finis qui traînent au fond de tiroirs, etc. Mais ça sortira peut-être un jour, mais où ça me sert. Des fois, quand j'ai pas d'idée, je ressors ces trucs, je les remanie. C'est plus, comment dire, un immense cahier de brouillon avec des idées comme ça. Et quand je sèche, je reviens trouver une vieille idée. Mais c'est rare que je délaisse quelque chose, en fait. Souvent, c'est, je vais faire une pause. Je vais attendre et je vais ressortir ça et le modifier par la suite. Mais en fait, c'est extrêmement rare que je jette quelque chose sans le réutiliser d'une autre manière où ça donne lieu à une nouvelle réflexion musicale. La deuxième partie de la question, en ce qui me concerne, est-ce que je compose avec du texte? C'est très très rare aussi que j'écrive des chansons à texte. Les seules fois où il y a eu du texte, c'était pour des projets spécifiques. Soit où j'ai écrit moi-même, soit j'ai écrit avec l'aide de l'un des participants au projet. Et c'était pour des besoins très spécifiques, comme des génériques de jeux vidéo ou des choses comme ça. Voilà, c'est très très rare. Ça doit représenter à peu près, en ce qui concerne des compos personnels ou de commandes, 10%. Ça m'est arrivé également de travailler comme arrangeur et compositeur sur des chansons, mais c'est vraiment assez marginal dans toute ma production sur 10 ans, sur 10, 12 ans passés. Donc je te pose la question aussi également. Oui. Alors, oui, de mon côté, j'ai pas mal de morceaux inachevés. Depuis des années. Il faudrait peut-être que j'en fasse quelque chose. Hein. Ils sont répartis dans mes 4 ou 5 disques durs externes. Il va falloir que je me remette tout ça de bout en bout parce que je pense qu'il y a de bonnes idées. Et j'ai aussi des compos finis, mais qui sont que j'ai fait dernièrement parce que je publie pas depuis quelque temps, mais j'ai des projets futurs avec d'autres artistes et je ne publie rien tant que on n'a pas mis ensemble chaque partie, chacune de nos parties. Donc on va lancer cela quand mon collaborateur sera prêt. Et quand moi aussi je serai prête là, parce que ça demande pas mal de temps et on n'est pas non plus à côté. Et après voilà, j'ai pas mal de petites choses à mettre au point, à remettre au propre. Et ça demande aussi du temps, hein, parce que je me demande à chaque fois avec quelle machine je vais le faire. Et j'ai envie aussi des fois un petit peu de changer parce que là, je fais un peu tout avec le FA et je vais faire avec en mêlant d'autres outils. Très bien. Donc une autre question de la part de Jonathan Batt. Oui. Qui te demande quel style de musique électronique produis-tu? Trance, techno, EDM, autre chose? Comment peux-tu définir ta musique électronique?
Ah, j'ai toujours un peu de mal à définir parce que j'ai fait un petit peu ce que j'ai envie de faire sur le moment. Je me dis pas, tiens, je vais faire de la trance ou de la musique techno ou voilà quoi. Non, c'est au fil de l'inspiration. C'est plus inspiré, on va dire, des musiques de films, de jeux vidéo. Je trouve que c'est peut-être plus là où je m'y retrouve. Enfin, avec des ambiances, des musiques de style cinématographique. Hein. Voilà, quand on écoute la musique, on a des images qui viennent en tête. Je trouve que ça peut être une définition de ce que je fais. Après, j'aime bien me donner des défis. Je m'étais donné un défi une année de faire un morceau avec de hip-hop avec un texte écrit de ma propre main. Et en plus, j'avais vraiment besoin d'écrire ce texte. Hein. C'est un texte une sorte de rage qu'il fallait que je sorte. Donc j'ai voulu faire un morceau dans le style rap et j'ai eu un peu de mal à le finaliser. J'ai dû m'y prendre en 2 temps et même Massami m'a aidé pour enregistrer les voix parce que je ne pouvais pas enregistrer dans mon appartement mal isolé pour les voix. Tu te rappelles? Oui, je m'en souviens. Tous ces morceaux, bien sûr, nous pourrons les écouter. Vous pourrez, les écouter sur le SoundCloud de Claire. Vous cherchez soundcloud.com/KZK, les 3 lettres, et vous tombez sur le SoundCloud de Claire, sur lequel vous pouvez entendre toute sa musique. Il est 22h58. Dans 2 minutes, une annonce très importante va être diffusée sur cette antenne. Une information que j'ai récupérée récemment dans ma boîte mail et qui m'a été autorisée de divulguer lors de cette émission. Voilà, je n'ai pas d'autres questions, c'est dommage sur mon panneau de contrôle. Mais je suis très content à nouveau que nos amis Facebook participent sur le sujet Facebook en parallèle. Et donc tu vois, Claire, que tu as une fanbase assez importante. Une fanbase je m'attendais pas sans à doute... ça, mais ça fait vraiment très... Ah, on a coupé la communication. Est-ce que... on a un problème avec Skype. Est-ce que... tu peux parler une seconde dans le micro? Tu m'entends là? C'est mieux, c'est revenu. Donc voilà, on est tous ensemble, donc je vais regarder s'il y a d'autres questions. Sinon, j'en posais une. Quoi qu'il est 22h59, donc dans 30 secondes, suspense, nous allons avoir une information importante, je le répète. Roulement de tambour. Roulement de tambour, je n'ai pas allumé le kit de percussion, mais j'aurais pu. Bon, j'ai fait comme je peux avec mes mains. Tu fais comme tu peux avec tes mains. Ah, j'ai fait tomber ma... Allez, il est 22h. On n'est pas à France Inter, on n'a pas les tops. Il est 23h sur le flux musical de la cave des Geek Ferries on the Web 2018. L'information officielle est que le groupe Masaki Aoden, c'est-à-dire Masami Komuro, moi-même, et donc Claire Zaki que nous avons en ligne, jouera au Saint-Fest 2018 à Nantes. Le samedi 31 mars 2018 au 10 à Nantes, place des Garennes, en deuxième partie de soirée sur les groupes qu'il y aura. Il y aura en deuxième partie de soirée Masaki Aoden, un set d'une 40aine de minutes qui était déjà prêt depuis quelques temps, mais nous avons aujourd'hui le droit de donner l'information et nous la propageons sur les réseaux sociaux dès demain. Merci beaucoup donc de nous avoir suivis. S'il y a des questions rapides, nous pourrons y répondre, mais je vois qu'il n'y en a pas, donc nous allons être obligés de rendre l'antenne. Nous remercions, Claire, je pense, remercie également toutes les personnes qui ont participé de manière virtuelle à cette interview interactive sur ce panel. Moi-même, je remercie Claire Zaki d'être venue si tard devant son Skype pour participer à cette interview. Vous pourrez donc, comme je le précisais précédemment, retrouver toute la musique de Claire sur
SoundCloud donc soundcloud.com/KZK, Claire Zaki Project, si vous cherchez dans le barre de recherche directement. C'est une musique qui vaut le coup. Elle a été faite vraiment avec les mains pour les oreilles, comme on dit. Et, et c'est vraiment une musique, même si elle est électronique, qui a vraiment été faite à la main. C'est de la musique avec de l'émotion. Sur ce, Et très peu Claire, avec d'ordinateur, j'avoue. voilà, mais après, l'ordinateur, c'est qu'un outil. L'ordinateur Voilà, sert à c'est ça. enregistrer ou pas. Claire, je te laisse le mot de la fin si tu veux remercier nos auditeurs. Oui. Et voilà. Mais je vous remercie vraiment à tous d'avoir participé à cette interview. Ça a permis d'avoir beaucoup d'interactions et j'apprécie énormément de voir que des personnes s'intéressent de près à ma musique. Et bien entendu, je remercie un très très grand merci à Massamy et à l'équipe des Geek Fairies de m'avoir permis de participer à cette émission. Et je dis vraiment chapeau à Massamy pour animer toutes ces émissions pendant tout le long de la journée parce que ça doit être un sacré travail d'être tout le temps à l'antenne. Voilà, en fait, je ne suis pas réellement tout le temps à l'antenne, mais il faut dormir. Je vais dormir à Oui. 1h du matin ce soir. Je vous donne juste, j'en profite de cette émission pour vous donner la suite du programme pour ce soir et surtout pour demain. Demain, nous commencerons donc à 10h du matin avec un petit travail sur de la composition fil rouge, c'est-à-dire qu'on va avancer avec des thèmes, on va jouer du piano, et on va un peu comme ce qu'on a fait ce matin. Ensuite, à 11h, nous entendrons le musicien, pareil sur Skype, Jean-Éric Bodanovic, qui est un compositeur qui a notamment écrit de la musique pour une web-série qui s'appelle Random. Ensuite, nous aurons une démonstration donc, du tracker FM Composer plus en détail avec, comme je vous le disais tout à l'heure, l'image du tracker à l'antenne. Comme ça, vous verrez exactement comment fonctionne la synthèse FM de cet outil développé par Stéphane Damo, qui sera bientôt disponible sur Internet, sur le site fmcomposer.org. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà accéder au site. Vous avez toutes les informations sur le fonctionnement de cet outil, qui est un outil vraiment très, très bien conçu et très pédagogique pour comprendre la synthèse FM. Ensuite, à 13h, nous entendrons le compositeur en interview Gabriel Sauvage, qui est un compositeur en devenir, qui fait de la musique plutôt synthétique, synthwave, et qui s'intéresse également à la musique de jeux vidéo. Nous aurons une discussion notamment sur ses ambitions, sur comment il perçoit la musique de jeux vidéo et qu'est-ce qui l'intéresse à l'intérieur. Et à 14h, nous retrouverons Tristan Malo du groupe Mister L, enfin du projet Mister L, qui vient également au Geek Phase IRL. Et donc Tristan sera avec nous via Skype à 14h demain. Et à 15h, nous aurons une animation le midi dans le jeu vidéo. Et là, à nouveau, avec un écran, vous verrez comment fonctionnent les jeux vidéo interactifs. Et la musique interactive, nous mettrons à contribution le Roland MT32. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Excellente soirée à tous nos auditeurs, à Claire. Et sur ce, Merci. On va terminer l'émission avec un peu de musique de fond. Merci beaucoup à tous. Merci à tous, très bonne soirée.